Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, on va parler d'un des mangas préférés que je préfère, City Hunter. Attends, mais t'as pas déjà parlé de ce manga, toi? Si, tout à fait, mais c'était il y a environ 7 ans. Et en plus, là, en ce moment, il y a Panini qui ressort une édition, Perfect Edition, et qui sponsorise cette vidéo. Du coup, c'est l'occasion de faire un petit reboot de ce menu manga. Oui. Ah, la passion. La passion. Ah, mais du coup, cette fois, on refait pas l'opening à notre sauce comme la dernière fois? Et non, parce que le copyright, c'est un petit peu la mort du fun. Oui. Bref, rechargez vos Magnum 357, brandissez vos massues 100 tonnes, et préparez-vous pour menu manga, City Hunter, le reboot. C'est parti. City Hunter est un manga de Tsukasa Ojo prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 1985 et 1991 pour un total de 35 tomes. En France, le manga a d'abord été publié aux éditions J'ai lu entre 1996 et 1999, puis par Panini à partir de 2005, et ça ressort aujourd'hui à partir du 21 septembre 2022 avec une perfecte édition, comme on l'a dit il y a un instant. Et franchement, elle claque. Si, ça claque. Oui. Le manga a connu une adaptation animée de 140 épisodes sortie chez nous sous le nom de Nicky Larson par le studio Sunrise en 1987, ainsi qu'une adaptation en live-action en 1993 avec Jackie Chan. Et un jour faudra qu'on en parle. Une adaptation non officielle hongkongaise Monsieur Mumble en 1996. Et un jour faudra qu'on en parle aussi. Une adaptation très libre en drama coréen en 2011. Ça on n'en parlera pas. Et une adaptation française, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, sorti en 2018. Et en vrai, ce film est l'une des meilleures adaptations en live-action de manga qui existent. Sérieux? Regarde ce faciès. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je vous présente Attila le broyeur. C'est un ancien catcheur, mais il a été radié à vie parce qu'il était vraiment trop méchant. City Hunter connaîtra aussi une suite entre guillemets en manga intitulée Angel Heart, qui sera en réalité, selon les dires de l'auteur, une espèce de suite d'un univers parallèle à City Hunter. Et ça aussi, faudra qu'on en parle un jour. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons principalement nous intéresser au manga original. Et là tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh bien je vais te le dire. Il existe une rumeur qui est presque une légende urbaine. Si vous avez des problèmes, si vous êtes en danger et que ni la police ni la justice ne peut vous aider, il existe un tableau à la gare de Shinjuku sur lequel il vous suffit de marquer les lettres X, Y, Z pour que City Hunter vous vienne en aide. City Hunter est en réalité un duo de nettoyeurs, incarné par Ryo Saeba, ancien mercenaire au passé trouble et mystérieux, et par Hideyuki Makimura, ancien policier. Leur boulot est de venir au secours de ceux qui réclament leur aide, garde du corps, détectives privés, etc. Makimura s'occupe de la logistique tandis que Ryo Saeba est le porte-flingue qui casse la tête des méchants. Malheureusement, un jour, Makimura est tué par un cartel. C'est alors sa sœur Kaori Makimura qui le remplace et qui doit découvrir les ficelles du métier tout en essayant de gérer le côté hyper dragueur et obsédé sexuel de Ryo. Et nous les suivons au fil de leurs différents contrats. En gros, pour la faire courte, c'est ça l'histoire et tu te demandes très certainement pourquoi je choisis de t'en reparler de ce manga. Bon, au-delà de l'aspect sponsorisé de la chose, je trouve qu'il y a aussi tout un aspect du manga que je n'ai pas vraiment traité lors de ma première vidéo sur le sujet il y a de cela bien longtemps. J'ai le sentiment, j'ai l'impression que pour pas mal de monde en France, y compris les fans de manga et d'anime, City Hunter c'est surtout Nicky Larson, la version qu'on avait dans le Club Dorothée avec les doublages VF qui étaient, pour ainsi dire, un peu catastrophiques. Super fandard, mais c'était n'importe quoi quand même. Petit florilège. Adieu, mon petit Momo. Tu peux lui faire bobo. Ça, le voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais fait assassiner son papa. Ah, j'aurais jamais dû être un bandit, j'aurais jamais dû être un bandit, j'aurais dû être gentil. Par conséquent, l'animé et surtout le manga souffrent de ce que j'appelle le syndrome Ken le survivant. Normalement tu vois où je veux en venir, mais je vais quand même expliquer pour les trop du fond qui ont du mal à suivre. Ken le survivant est un animé culte en France, principalement pour ses doublages complètement débiles. Merci de ton aide. Oh, c'était fastoche. Sans toi, j'aurais été obligé de baisser les armes devant eux. Mais oui, mais enfin. Il faisait partie des troupes de choc du colonel Sauzeur. Sa soif de pouvoir est sans limite. Et dans la tête de beaucoup de gens, même certains fans de manga et d'anime, Hokuto no Ken sera toujours ce dessin animé bas de plafond avec des dialogues rigolos, alors qu'en réalité, la série et le manga d'origine en sont très très éloignés. Ken le survivant et Hokuto no Ken sont même deux œuvres distinctes tellement elles sont différentes. Ken le survivant c'est débile et fun, Hokuto no Ken c'est sombre et tragique. Eh bien selon moi, c'est la même chose avec Nicky Larson et City Hunter. Pas au même degré certes, mais pas loin quand même.
Non, City Hunter n'est pas qu'une succession de gags reposant sur Ryo qui saute sur des meufs et sur Kaori qui lui met des coups de 100 tonnes. Alors bien sûr, il s'agit d'un gag très récurrent dans le manga, mais City Hunter c'est bien plus dense et riche que ça. Selon moi, le thème central de City Hunter, c'est pas les flingues, c'est pas le cul, c'est l'amour. Ouais, je sais, ça parle de l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour romantique, ou même simplement juste de l'amitié. Oui, je sais, dit comme ça sonne un peu cucu, mais ça ne l'est pas forcément. Pour bien comprendre comment City Hunter parle d'amour, il faut s'intéresser à la structure du récit. Bien qu'il s'agisse d'un shonen du Weekly Shonen Jump, City Hunter n'est pas écrit comme une seule longue histoire, mais comme une succession de petites histoires qui en forment une grande. C'est un peu comme dans Détective Conan, ou la plupart des séries policières d'ailleurs. Un arc égale une enquête, et l'enquête suivante n'a pas forcément de lien avec l'enquête précédente. C'est d'autant plus flagrant avec l'adaptation animée, où c'est très souvent un épisode égale une mission de City Hunter. Et quasiment toutes ces petites histoires reposent sur la même recette. Kaori trouve une cliente via le XYZ, Ryo essaye de se la taper avec son Mokori, des méchants essayent de tuer ou kidnapper la cliente, Ryo bat les méchants, la cliente repart heureuse et fin. Tu vas sans doute me dire, ouais, y a rien de bien subtil là-dedans. Sauf qu'à bien y regarder, Ryo ne se contente pas de vaincre les méchants. Il aide aussi sa cliente, sa protégée, à aller de l'avant dans la vie, en lui faisant prendre conscience de ce qu'elle ressent et de ce qui l'empêche d'avancer. Et il provoque quasiment toujours ces prises de conscience de manière subtile, quelquefois en faisant le con, puis après on se rend compte qu'il a fait le con pour faire passer un message. Et ça a toujours un lien avec l'amour au sens large. Par exemple, un exemple. Ryo est chargé de veiller sur une vingtaine de jeunes filles pendant un stage de sélection d'actrices pour le nouveau film d'un grand réalisateur. Il fait la connaissance d'Etsuko, qui participe au casting dans le seul but de faire la connaissance de son père biologique, qui ignore son existence et qui en plus est le réalisateur du film. Ryo va faire genre de la draguer, mais ce faisant il va se rendre compte qu'Etsuko essaye d'émuler une relation père-fille avec Ryo, parce qu'elle est vraiment en manque de cette relation. Bon, normalement ce serait le point de départ d'un gros hentai bien sale, mais non. Ryo accepte de jouer le jeu tout en encourageant Etsuko à trouver le courage de se présenter à son père, et finira même par faire en sorte que les deux fassent connaissance. Alors certes, Ryo a empêché les méchants de saloper le casting, mais il a surtout permis à Etsuko de surpasser sa peur du rejet et d'aller à la rencontre de son père. Elle peut à présent avancer dans la vie. J'ai pris cet exemple un peu au pif, mais le manga en est bourré. Et c'est souvent des histoires emplies de mélancolie d'ailleurs, certaines sont même tragiques. On pourrait reprocher au manga cette structure un peu simple et redondante, mais selon moi, Ojo fait ça exprès. Il va au plus simple, au plus court, au plus épuré, pour se concentrer davantage sur les personnages et ce qu'ils ressentent. On va d'ailleurs s'attarder sur les deux personnages principaux, Ryo et Kaori, qui sont la grande force de ce manga. Tout d'abord, nous avons Ryo Saeba, qui est pour moi l'un des personnages de manga les plus badass. Le mec, il fait des tricks de fou avec des flingues, il balance des one-liners avant d'éclater des mecs, et en plus, il a un charisme et un style incroyablement incroyable. C'est l'action héros typique des années 80, et ça, je kiffe. Mais Ryo Saeba, c'est aussi un personnage au passé trouble, auréolé de mystère. C'est ce qu'on ne sait pas sur le personnage qui le rend réellement fascinant. Son apparente bonhomie et sa légèreté cachent un personnage profondément meurtri par les choses qu'il a vécues, et les sacrifices que le milieu dans lequel il évolue exige, notamment sur le plan sentimental. Selon lui, il lui est impossible de tomber amoureux, de se marier et de fonder une famille, car ce serait les mettre en danger. Comme il le dit lui-même, une femme peut tomber amoureuse pour le reste de sa vie. Moi, je ne peux l'être que de temps en temps. C'est vraiment une phrase de Charo. Ouais. Kaori est de manière récurrente moquée par Ryo pour son côté garçon manqué, et il est vrai qu'elle s'habille de manière plutôt masculine. Selon les standards de l'époque, sûrement, parce que moi, même quand j'étais petit, j'ai jamais trouvé qu'elle faisait spécialement mec. Mais bon. Elle ne semble pas porter de maquillage ou de bijoux et on la voit rarement en robe, mais à l'instar de Ryo qui fait le clown pour cacher sa noirceur, Kaori dissimule sa féminité pour se protéger. Elle évolue dans un milieu très dur, très masculin, et non seulement elle ne veut pas se faire harceler par Ryo, mais elle essaye surtout de se montrer à la hauteur de Feu son frère. Elle se montre très sévère, mais en réalité, c'est une femme tout ce qu'il y a de féminine qui aspire aux mêmes choses que les femmes de son âge. Tout comme Ryo, elle a un lourd passé que son travail de City Hunter lui permet d'exorciser. La relation entre les deux personnages est intéressante parce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Ils représentent l'un pour l'autre la seule personne avec qui elles ont un vrai lien. Ils sont leur seule famille, et ça leur permet de trouver un certain équilibre. Ils compensent chacun les faiblesses de l'autre tout en accentuant leurs forces. Cet équilibre les rend heureux, et sont sans doute plus heureux qu'ils ne l'ont jamais été durant tout le reste de leur vie. Et c'est justement cette peur de rompre cet équilibre qui les empêche d'aller plus loin dans leur relation. Parce que oui, bon c'est évident, mais je le dis quand même, Ryo et Kaori sont amoureux l'un de l'autre, mais n'osent pas se l'avouer. Évidemment, tout au long du manga, le sujet est abordé, et à chaque fois, il déflecte le truc en disant oui, mais vu qu'on vit dans le milieu dans lequel on évolue, vivre une relation de couple classique, ce n'est pas possible. Bon, hein, on y croit moyen.
D'ailleurs, il me semble que cette question est abordée de manière beaucoup plus frontale dans Angel Heart, l'espèce de suite d'un univers alternatif. Bon, c'est un peu le bordel pour comprendre la continuité. Imagine que c'est un reboot de City Hunter en fait, dans lequel Ryo et Kaori finissent réellement ensemble. Bref, tout ça pour te dire à quel point le duo de personnages fonctionne super bien. Ce qui me ramène à mon point de départ quand j'ai commencé cette vidéo, c'est-à-dire que City Hunter est certes un shonen plein d'humour avec des flingues, c'est avant tout une grande histoire d'amour. Ce qui n'empêche pas le manga de proposer des moments absolument épiquement badassement stylés. L'arc du duel Ryo versus Falcon reste un de mes combats préférés, tout manga confondu. Oui. Une autre chose intéressante avec ce manga. Bon, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es au moins un petit peu un fan de manga. Et si tu es au moins un petit peu un fan de manga, c'est sans doute que quelque part, tu es au moins un petit peu aussi un bandeur du Japon. Ce qui fait une excellente raison, selon moi, de lire City Hunter. La majorité des histoires du manga prennent place dans le quartier de Shinjuku. Ojo prend énormément de soin à représenter cette partie de Tokyo, à tel point que la ville elle-même devient presque un personnage à part entière du manga. On reconnaît les rues, les bâtiments, il met en avant la culture et l'état d'esprit du quartier, qui est une ville très portée business, mode, shopping, et aussi bien évidemment le milieu de la nuit, avec les boîtes de nuit, les bars à hôtesses et les love hotels, les fameux restaurants végétariens dans le dessin animé en VF de l'époque. D'ailleurs, anecdote un peu random, mais le tableau qu'on voit dans le manga a réellement existé, était réellement posé à la gare de Shinjuku, et les fans évidemment s'y rendaient pour écrire de temps en temps des petits XYZ dessus. Il y a quelques années de ça, la gare a été entièrement retapée et le tableau a été supprimé. Ouais, c'est vrai que pourquoi passer des petites annonces sur un tableau dans les années 2020, ça n'a aucun sens. C'est logique, c'est pas grave, mais ça nous montre à quel point City Hunter est ancré dans la culture de Shinjuku. Obligé, de toute façon, tu vas avoir envie d'y aller pour de vrai à cause de ce manga. D'ailleurs, moi-même, il y a longtemps, je m'étais dit, putain, si un jour j'ai la chance d'aller au Japon, obligé, je vais visiter Shinjuku. Bon, depuis, j'y suis allé 3 fois. D'ailleurs, pro tips, si vous allez visiter Shinjuku pour une immersion totale, vous y allez de nuit avec les OST de City Hunter dans les oreilles. L'expérience est incroyable. À garantie sur facture, c'est incroyable, faites-le. Oui. Il y a un autre truc que je trouve assez atypique dans ce manga, il présente un genre de paradoxe. Il met en scène un héros obsédé sexuel, mais en même temps il n'y a pas vraiment de fanservice. Alors pour ceux qui connaissent seulement l'animé, et encore plus pour ceux qui connaissent l'animé en VF, vous voyez sans doute Ryo Saeba comme simplement un gros dragueur, genre un peu Sanji dans One Piece. Sauf que non, le gars est un obsédé qui mettrait mal à l'aise Tortue Géniale. Le gars met sa giga érection titanesque sous le nez des meufs, son fameux Mokori. C'est parfois un peu cringe, mais bon, faut garder à l'esprit que c'est de l'humour grivois des années 80. Ce n'est pas sexiste, ce n'est pas beauf, c'est vintage. Nuance. Mais c'est là selon moi que le manga nous met face à un paradoxe. En effet, lorsqu'on voit comment la déviance de Ryo est représentée, on pourrait se dire qu'Ojo représenterait les femmes d'une manière hyper sexualisée et un peu tendancieuse, voire un peu putaclic, pour faire bander les jeunes fight boys en chaleur, un peu comme le ferait un Hiro Mashima ou un Boichi. Et en fait, pas du tout. Déjà, il est important de noter que les gags sur l'érotomanie de Ryo Saeba se font toujours à ses dépens à lui et pas à ceux des personnages féminins. On se moque de Ryo et seulement de Ryo. Ensuite, Tsukasa Ojo représente ses personnages féminins toujours d'une manière digne, élégante et respectueuse. Non seulement les personnages féminins sont tous très intéressants et bien écrits, c'est-à-dire qu'elles ont une vraie personnalité, une vraie histoire, de vrais conflits, bref, des choses à raconter en somme, mais là où il va réellement se démarquer d'un Boichi qui, même si je l'aime beaucoup, a tendance à dessiner des nichons et des fiacs de manière très vulgaire, ou à un Hiro Mashima qui va abuser de proportions gargantuesques, Ojo va dessiner ses femmes tout en élégance, en pudeur, avec des anatomies réalistes, bien habillées, jamais présentées comme des supports masturbatoires pour ados en chaleur, pas de poses douteuses, ni de tenues provocantes. Ojo met en avant une beauté féminine très idéalisée certes, mais dans sa manière de les dessiner, il transpire une réelle admiration pour la jante féminine, à la fois formelle, elles sont toutes extrêmement belles, mais aussi une admiration de la féminité en général. Là où la plupart des mangaka de shonen vont jouer sur la sexualité, Ojo va plutôt jouer sur la sensualité. Et si tu comprends pas la différence, je vais tenter de te l'expliquer simplement. La sexualité c'est dans le calbar, la sensualité c'est dans la tête. D'ailleurs, un bon exemple de ça, c'est le personnage de Saeko, qui est lieutenant de police en mode femme fatale. C'est sans doute le personnage le plus fanservice de l'œuvre. La meuf se sert très clairement de ses charmes pour tirer parti des hommes. Et pourtant, on ne la voit jamais à poil ou dans des positions évocatrices pas très ad-friendly. Non, elle reste toujours très classe et use, contrairement à Kaori, de sa féminité comme d'une arme et d'un bouclier pour évoluer tout comme Kaori dans un milieu très dur et masculin. City Hunter, c'est aussi le dessin de Tsukasa Ojo. Bon, on vient un peu d'en parler dans sa manière de dessiner
dessiner les femmes, mais le gars est aussi très fort de chez balèze dans tous les autres domaines. Son style est putain d'impressionnant, et c'est rare, même pour l'époque, de voir un shonen avec un style réaliste, que ce soit les personnages, les décors, et aussi les armes. C'est très documenté sur le fonctionnement et l'apparence des armes à feu, ça apporte un autre semblant de réalisme à l'œuvre. En plus, il faut noter que le gars parvient très bien à jongler entre un style sérieux et réaliste, et un style comique cartoonesque, sans que ça fasse bizarre. Et bien évidemment, il y a sa narration visuelle, son découpage est vraiment de très haut niveau. Tsukasa Ojo, c'est le gars qui a en partie formé Monsieur Takehiko Inoue. Quant à des élèves comme ça, forcément le maître doit être au niveau. La mise en scène est très cinématographique, ça emprunte énormément aux films d'action des années 80 bien sûr, mais aussi aux films noirs. Et lors des duels au pistolet, alors qu'on serait plutôt enclin à penser à une inspiration western, Ojo décide plutôt d'emprunter aux films de samouraï, faisant des porte-flingues du monde clandestin de City Hunter, des ronins des temps modernes. Et enfin, les illustrations qui ornent les tomes sont incroyablement incroyables. Oui. Bref, tout ça pour dire que City Hunter est bien plus qu'un simple manga comique. C'est subtil, intelligent, rempli d'émotions, badassement badass, et servi par un dessin et une narration masterclass. Bref, je ne le dirai jamais assez, City Hunter, c'est la vie, et c'est encore plus la vie avec la Perfect Edition de chez Panini Manga. Regarde, il y a des pages couleurs dedans de toute beauté, des illustrations, et des petits dossiers en fin de tome qui te donnent plein d'informations sur Tsukasa Ojo et ses assistants, et il y a même une interview de Takehiko Inoue dedans. Eh, c'est stylé ou pas? Ouais, lien dans la description, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.